Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Perdre la santé, c'est plus qu'un simple diagnostic médical. C'est un bouleversement intime, un choc invisible qui redéfinit le rapport à soi, au corps et aux autres. Dans cet épisode, je reçois celui qu'on appellera le sang, car c'est un proche qui a vécu l'épreuve d'une ablation d'un rein, suivie de complications physiques, de douleurs persistantes et d'une descente dans la dépression. Mais son histoire ne s'arrête pas là, c'est aussi celle d'un combat silencieux, d'une reconstruction patiente et de petites victoires qui redonnent du sens à l'existence. Ensemble, on explore ce que signifie perdre et se retrouver autrement. Une conversation sincère sur la fragilité, la résilience et la force qu'on découvre quand on croit l'avoir perdue. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va bien ? Tant mieux. Je te sens fatiguée ? Le boulot. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Tu as quel âge ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tout ce genre de choses-là qu'on a besoin de savoir. Ok. Bon, je suis un homme. Oui. Alors, peut-être que ça peut pas s'entendre à la voix, on sait jamais. Voilà, du coup, 29 ans cette année. D'accord. Voilà. À ce qui paraît, du coup ? Ouais, ce qui paraît. Ok. Du coup, je suis actif. D'accord. Après, ça, je le garde pour moi. D'accord. Voilà. Donc, tu laisses un halo nuageux autour de qui tu es, en fait. Juste mon âge, je pense que j'ai donné assez d'informations. Ah, d'accord. Je pense que j'ai donné assez d'informations. Du coup, écoute, 29 ans, Ouais. sportif. Ouais. Sportif depuis toujours ou J'aime le sport. Bon, j'ai jamais été à l'échelle professionnelle, mais j'ai toujours fait du sport. D'accord. À part dans ma période quand j'étais malade, plus ou moins. Dans quelle famille tu as grandi ? Tu te situes où dans ta fratrie, un petit peu, pour qu'on arrive à visualiser d'où tu viens ? Moi, j'ai grandi dans une grande famille, Ouais. plutôt famille africaine, où on est beaucoup de frères et sœurs. D'accord. Donc, je sais pas si tu dois connaître l'ambiance, mais c'est plutôt jovial, c'est cool. Ouais. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, Comme partout, comme partout. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, plutôt agréable. On a on a des vrais liens entre frères et sœurs. Ouais. Et c'est top, quoi. Ok. Et tu te situes où dans cette fratrie ? Ah, moi, je suis vers le haut. Vers le haut. Ah Vers le non, haut. mais le gars ne veut rien dévoiler de son identité. Vers le haut, D'accord, donc tu fais partie des aînés. on va dire ça. Ok, très bien. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Bien on est sûr. là pour parler de l'épreuve que tu as traversée il y a presque 10 ans maintenant. 10 ans cette année, 2025, fin octobre 2025, ça fera 10 ans exactement. Ouais, c'était fin 2015. Fin 2015, ok. Bah voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien Donc, sûr. Comment tu as découvert que tu étais malade déjà ? Alors, je vous explique. C'est très simple. En fait, je l'ai découvert sur le tard. Tu vois, à cette époque, j'habitais dans le 95. Bon, j'étais seul. Du coup, j'étais un sportif, je rentrais du sport, je rentre chez moi, je me pose, je me fais à manger tranquillement, je regarde la télé, je vais aux toilettes. À la selle, j'urine et je vois que c'est que du sang. Que du rouge. Que du sang. Vive rouge. Rouge vive, Ah, pardon. c'est même pas mélangé avec l'urine, Ouais, c'est vraiment... Je me suis dit peut-être que je me suis mangé un mauvais coup, tu vois, j'étais dans le déni, entre guillemets. D'accord. Du coup, j'ai pas prêté plus attention que ça, tu vois. J'ai pas paniqué. D'accord. Du coup, avant de me coucher, pareil, la même scène. Tout Ouais. bon. Moi, je suis un mec, tu vois. Je pense, généralement, voilà, on est plus détaché par rapport à ce genre de situation que vous. D'accord. Vous, les femmes. Ouais. Voilà. On met à mettre entre guillemets. Mais... Exactement. Je vais me coucher, au réveil, pareil. Je me réveille, je vais aux toilettes. Toujours la même scène. D'accord. Bon, là, je me pose quand même de poser des questions. Du coup, je prends mon téléphone, je vais sur Docteur Internet. Ouais. Voilà, je vais prendre des informations. Oui. Je leur explique comme quoi que je vais aux toilettes, que voilà, exactement, c'est toujours rouge.
C'est quoi le problème? Donc, je reçois une multitude d'informations qui font plus ou moins peur. Ouais, plus alarmantes les unes que les autres. Voilà, tu vois. Mais je suis pas un mec qui flippe de base, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être que, voilà, quoi, c'est chaud, quoi. Ouais. Donc, voilà. Bon, j'ai quand même pris mon petit déj, je me suis posé un petit peu. Et ensuite, voilà, j'ai pris la route de la clinique. Je suis parti à la clinique, il y a une clinique privée à côté de chez moi. Ouais. Donc, je vais à la clinique, je leur explique la scène, Ouais. enfin, la situation, pardon. Bon, du coup, ils me donnent un pot. D'accord. Ils me donnent un pot, allez, va uriner dedans. C'est pareil, je leur amène leur pot tout rouge. Ok. Ils me disent, ok, d'accord. On va vous faire une échographie dans un premier temps. D'accord. Du coup, ok, d'accord, je patiente, salle d'attente. Je sais pas si un médecin ou un infirmier qui va me chercher pour faire l'échographie, on y va. Il m'allonge, il me dit, écoute, tac, tac. Direct, il cible direct les reins en fait. Il va, il regarde sur le rein droite, il n'y a rien, il va sur la gauche. Il me dit, il y a quelque chose. Lui, ce qu'il me répond, il me dit, il y a quelque chose, il faudra traiter. Il me donne pas plus d'informations que ça. Donc à ce moment-là, tu sais pas si c'est grave ou pas. Rien du tout. Ok. Du coup, je repars en salle d'attente. Du coup, il y a le médecin en chef de l'hôpital qui vient, Ouais. qui vient me chercher, qui m'installe dans son bureau. Puis asseyez-vous. Du coup, vous avez fait une échographie. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Je lui dis que, il m'a rien dit. Il m'a juste dit qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait traiter. Rien de plus. Du coup, le médecin en chef, il était pas plus âgé que moi. Hein. Je pense qu'on était de la même génération. D'accord. Du coup, c'était une jeune fille, tu vois. Elle était un peu fébrile. Elle voulait pas trop me dire. Elle était là. Je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Elle commence à bégayer, tu vois. Ouais. Elle était hésitante. Elle hésitait à me dire, à faire le point sur la situation. Du coup, je lui dis, écoutez, madame, s'il y a quelque chose de grave, faut me le dire. Moi, dans ma vie, j'ai eu des épreuves. C'est pas ça qui va bloquer les choses, quoi. Du coup, ensuite, elle me dit, ok, on a détecté une tumeur. D'accord. Voilà. Je lui dis, ok, moi, je suis resté stoïque. Moi, en fait, les informations, elles sont rentrées, mais elles sont vite ressorties. Tu les as pas traitées directement. Voilà. J'ai clairement pas traité du tout. Du coup, elle me dit, t'as une tumeur. Je lui dis, elle me dit, mais vous inquiétez pas, une tumeur, ça peut être un grain de beauté et tout. C'est pas grave. Je lui dis, madame, faut me dire la vérité, moi. Voilà, quoi. Elle me dit, ok, vous avez une tumeur. Mais je peux pas vous dire si c'est un cancer ou non. Ouais. Malheureusement, faut traiter. Ok. Ok. Du coup, elle était super gentille. Elle me ramène des pizzas. Je lui dis, j'en veux pas. Ramène du coca et tout. Après, elle m'avoue que c'est la première fois qu'elle annonce ça à un patient. D'accord. Voilà. Donc, elle était touchée. Ouais. Plus touchée que moi. Moi, j'étais vraiment dans le déni parce que j'avais mes potes qui m'appelaient. Qui faisaient que de m'appeler parce que je devais faire à manger pour mes potes. Ils venaient venir à la maison. Ok. Du coup, toi, t'étais dans ta vie quotidienne. Les courses et tout. C'est-à-dire, ils ne faisaient que de m'appeler. Je leur disais, je peux pas, je vous réponds, l'enfer. Du coup, elle me dit, écoute, j'ai une clinique. Elle me dit, est-ce que tu peux te déplacer pour te soigner? Je lui dis, bah oui, moi je pensais qu'elle allait me dire, elle est à Toulouse, au Strasbourg. Ah, ok, oui. Elle me dit, non, sur Paris. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte Paris, c'est chez moi, je sais pas. Tu me dis, elle me dit, écoute, il y a une clinique à Paris, la clinique Mansouri. Ouais. Là-bas, il y a le meilleur chirurgien. Ok. Voilà, pour les tumeurs. Mais à ce moment-là, quand elle te parle de tumeur et tout, est-ce que tu sais est-ce que tu as la taille de la tumeur? J'ai aucune information à ce niveau-là. T'as juste ça. Voilà, juste ça. C'est pour ça que je suis dans le déni. T'es détaché. Ouais, je suis détaché. Du coup, j'appelle ma petite sœur, celle qui est juste en dessous de moi. Ouais. Je lui explique la situation. Je lui dis, écoute, je suis à l'hôpital, ils m'ont détecté une tumeur. Bon, elle flippe. Je lui dis, tranquille, il y a R. Ouais. Je lui dis, je te tiens au courant. D'accord. Voilà, je lui dis, mais ne dis rien à personne. Ok. Du coup... Mais pourquoi à ce moment-là, tu as besoin, malgré que toi, tu n'as pas désiré traiter cette information, pourquoi tu prends ce bébé et tu le files à ta sœur en lui disant, c'est un secret entre nous? Parce que c'est comme ça, je sais pas, j'ai pas de réponse à te donner. Vraiment, même là, 10 ans après, je sais pas pourquoi. T'avais besoin de mettre quelqu'un dans la confidence, peut-être? Probablement. Ok. Je sais pas, c'est juste peut-être pour prendre la température, peut-être. Parce que moi, c'était froid. J'avais zéro. Imperméable à l'information. Ah, exactement. Du coup, elle appelle, elle me dit, je vais appeler l'hôpital Mansouri pour avoir un rendez-vous avec toi. Du coup, elle essaye. Elle revient me voir, elle me dit, bon, ils ont refusé de te prendre. D'accord. Ok. Elle me dit, mais attends, je vais quand même réessayer, parce que j'ai étudié avec un docteur qui travaille là-bas. Voilà, exactement.
Du coup, elle l'appelle, elle passe par lui, on attend, on patiente. Il arrive à m'obtenir un rendez-vous. Ouais. J'étais le week-end, pour la semaine d'après, c'était un samedi soir où j'étais à l'hôpital. Ouais. Et le rendez-vous était pour le vendredi. Ok. Avec une batterie d'examens à faire, des PET scanners, tout ce qui est IRM, Plein de choses, ouais. plein de choses à faire. D'accord. Du coup, un proscrit des médicaments. Il me dit si t'as mal ou autre. Le médecin qui me dit que... Un autre médecin qui était là qui m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas uriner que du sang. D'accord. Donc, voilà. Ouais. Ok, l'information est rentrée. Il s'avère que par la suite, j'ai plus jamais uriné du sang. D'accord. Après ce passage en clinique, Exactement. genre c'est comme si ton corps il t'a dit voilà, exactement, va consulter et après vas-y la vie continue. Voilà, je pense que après plus rien. Et t'avais pris les médicaments qu'ils t'avaient Rien donnés? du tout. Ok. Rien du tout. Ensuite, du coup, je rentre à la maison, je prépare quand même à manger. Pour tes amis? Voilà. Du coup, mais la cuisine, on n'a pas mangé chez moi. Parce qu'on était beaucoup. D'accord. Je fais à manger, tout ça, on était un petit 14. Ouais. 14 ou 15. Ouais. Du coup, on est chez mon pote. Ouais. Parce qu'il a une plus grande maison. Et puis tous, ils me reçoivent. Ouais, t'es bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, t'es bizarre, tout le monde. Ils sentent que je suis ailleurs. Ouais. Donc ils me mettent la pression, je leur dis, rien. Je dis, on mange, fin de soirée, les desserts et tout. Ouais. Du coup, au final, ils me mettent la pression. Ils me disent, il y a quelque chose là, t'es pas comme ça, toi. Ouais. On te connaît, t'es toujours ambiancé, t'es cool, jovial. Au final, ils m'ont mis la pression, je leur ai annoncé, je leur ai dit, j'étais à l'hôpital, j'étais malade. Ils m'ont fait un truc, ils m'ont diagnostiqué une tumeur. Donc j'ai mes potes qui prennent peur. Ouais. Ou ça, au cerveau, nanani, non. Je dis non, au rein. C'est un cancer ou pas. Je dis, j'ai pas d'informations, je sais pas, j'ai des examens à faire. Et puis je vous tiendrai informé, tu vois. Et j'ai tué la soirée, en fait. Tu vois, les mecs, ouais. voilà, quoi, ça y est, ils avaient tous de la compassion pour moi. Je dis, vas-y, faites votre vie, tranquille. Moi, voilà, quoi. D'accord. Ouais, mais quand tu leur as annoncé la nouvelle, est-ce que toi, ça t'a permis de prendre conscience de l'état dans lequel t'étais? En fait, oui, parce que j'ai commencé à prendre conscience, tu vois. Voilà, j'ai commencé à prendre conscience de la chose, que c'était plus ou moins dangereux. Mais voilà, fallait pas que je le montre. J'allais avec mes potes faire une soirée, j'allais pas tuer l'ambiance, tu vois. Donc, la soirée, elle a fini peut-être plus tôt que prévu, parce que voilà, c'est dur. Donc, tes potes font des recherches pour moi, trucs médicinales, comment dire. Les médecines alternatives. Exactement. Et je pense d'où tu viens, et vu tes amis, des médecines prophétiques peut-être aussi. Exactement. Ok. On me conseille d'aller voir des Rocky, des trucs. Aux potes qui me disent généralement, quand tu as des tumeurs du rein spécifiquement, c'est dû à la sorcellerie, c'est dû à ce genre de choses. D'accord. Du coup, va consulter, je connais des ça. Du coup, moi, je suis pas focus sur ce genre d'informations, tu vois. Ouais. Toi, tu te focuses sur la médecine classique. Voilà. Donc là, toi, tu attends ton rendez-vous du vendredi. Exactement, je vais faire du coup, la batterie d'examen qui te demande. Exactement. Du coup, en fait, je rentre chez moi, ma soeur, je lui donne les informations, elle me dit, ah ouais, il faut dire aux parents et tout. Tu dis rien aux parents. D'accord. Donc, rien aux parents. Du coup, je préviens ma fratrie, frères et sœurs, je leur annonce la situation, je dis que j'aurai d'autres examens à approfondir à faire, et puis je vous tiendrai informé. Ok. Du coup, j'ai une sœur qui va absolument prévenir mes parents. Je lui dis, toi, tu te tais. Je crois que je la connais. Peut-être, elle qui dit non mais c'est grave, tu peux pas laisser ça pour eux, c'est tes parents quand même. Bon, elle c'est la peureuse originelle. Ok. Voilà. Du coup, j'ai fait mes examens durant la semaine. Ouais. Le vendredi arrive, je me dirige à la clinique. Ouais, tout seul? Oui, tout seul, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que la fratrie qui savait, mais oui, ils ont leur vie professionnelle. Ouais, mais du bon. coup, ouais, mais t'as pas demandé, je suppose aussi. Clairement pas. Ok, bon. Clairement pas. Ouais, donc tu te rends à ce oui, rendez-vous. parce que voilà, je vais à ce rendez-vous. J'arrive à l'hôpital, je vais au service. J'arrive au service, je dis que je me présente. J'ai rendez-vous avec le docteur Galliano. On me dit ok, parfait, avancez. Je rentre
salle d'attente, la secrétaire m'appelle, elle me demande mes identités, donne-moi vos documents, batterie, les tests, tout ça. Ouais. Ok, je patiente, elle me dit retournez en salle d'attente. Puis j'attends peut-être une 20-30 minutes, Ouais. le docteur il vient me chercher. Enfin, son assistante vient me chercher. Monsieur, venez, tac, je rentre dans le bureau. Ouais. Le médecin, il est jeune, hein, il devait avoir peut-être 10 à 15 ans de plus que moi. D'accord. Il avait pas plus de 45 ans. Ok. Voilà. Mm. Du coup, écoute, je m'assois, je dis bonjour, voilà. Il n'a pas été par quatre chemins, mais il dit écoute, j'emploie ces termes, hein, c'est moi. Ouais. Moi, je vais te dire la vérité, je vais être cash avec toi. Ce que t'as, ça pue la merde. Ok. Comme ça, il me dit. Ah ouais, il t'a Clairement. balancé une bombe. Direct. Là où la première, elle prenait des cotons, enfin, elle essayait de... Elle marchait sur des œufs. Exactement. Lui, ok. Lui, là, ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit écoute, ce que t'as une tumeur, elle fait 7,3 cm. Il m'a dit elle fait pratiquement le double d'une taille normale. Généralement, on est à 3, 2, 4. Si c'est des tumeurs, toi, elle fait 7,1, c'est énorme. Ok. Du coup, là, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire de biopsie parce que c'est plus ou moins dangereux. Parce que si on te l'a fait, que tes métatarses, Les métastases. pardon, excusez-moi. Elles bougent partout. Elles bougent partout. Ça peut attaquer d'autres organes. Si c'est un cancer, si c'est malin, Ouais. ça peut être mauvais pour toi. Du coup, on va prioriser l'ablation du rein. D'accord. Et puis voilà, du coup, on va programmer L'intervention. le plus tôt possible. Ok. Donc en fait, ta vie, elle s'enchaîne. Tu urines du sang, tu vas à la clinique, à reculons, tu prends le temps de prendre ton petit déj quand même. Voilà. Tu fais ton écho, tu as le rendez-vous une semaine après et on t'annonce que c'est chaud pour toi. Exactement. Et là, l'information, elle rentre et tu la traites ou pas du tout? Elle est rentrée, elle est traitée. Bon, après, l'information elle est rentrée, mais c'est vite redescendu parce que elle m'a dit écoute, ta tumeur, franchement, t'es très jeune pour l'avoir, 29 ans. Elle m'a dit je vais te faire une confidence. T'es le 3e patient le plus jeune que j'ai eu. D'accord. Pour ce genre de. Pour ce genre de cas. Voilà, de cas. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler, t'avais quel âge? Comme tu nous as dit, t'as 29 ans. J'allais sur mes 29 ans. T'allais sur tes 29 ans. Ok. Voilà, j'allais sur mes 29 ans. Et ma petite question, c'était, t'as eu aucun symptôme du fait que ton rein était dysfonctionnel? Peut-être. Ouais. Mais voilà, je suis un mec. Voilà, ce genre de détails. Moi, en tout cas, moi, je fais pas attention à ce genre de détails. D'accord. Voilà, mon corps, je ne prête pas attention. Je suis malade. Mais les signes avant-coureurs, moi, je ne les détecte pas, tu vois. Et c'est quoi les signes avant-coureurs d'un rein qui ne fonctionne pas? À la rigueur, là, tu m'as posé une colle. Okay. Là, tu m'as posé une colle. Tu vois, mais quand tu sens que, par exemple, tu te sens plus faible, ouais. ou peut-être que j'ai mal au rein. Ouais. Voilà. Mais sans, t'as pas mis le doigt dessus, quoi. Voilà. Bon, après. Tu vois, puis il m'a demandé si c'était héréditaire. Je lui ai dit, à ma connaissance, non. Parce que je lui ai demandé c'était quoi les causes. Ouais. Peut-être que généralement c'est héréditaire, le genre de. Il m'a dit, parce que le plus jeune que j'ai eu, il avait 19 ans. Sa mère, elle l'a eu, lui, il l'a eu. Ah, ok. Puis voilà, quoi. Et en plus, c'était la même personne qui a eu à 24 ans. D'accord, donc il a eu une récidive en fait. Récidive, exactement. D'accord, ok. Donc bon, ce médecin il t'annonce voilà, la il me douloureuse. dit que de ne pas m'inquiéter, que c'est un spécialiste qui va te tailler, qu'on peut vivre avec un seul rein. Ouais. Et que ça va bien se passer. Et puis on va programmer l'opération dans 3 semaines. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, il me donne des indications à suivre et tout. Et de venir la veille de l'opération avec les indications, les trucs que je devais faire. Ok, nickel, je rentre chez moi. Du coup, là, j'annonce aux frangins, frangines. Ouais. Voilà, on me dit, ah ouais, c'est chaud. Je leur dis que dites rien. Toujours. Dites rien, j'ai mes parents, voilà, faut pas les inquiéter, surtout ma mère. Ouais, j'ai un lien particulier avec ma mère. Voilà, du coup. En plus, à cette période-là, ma mère était trop sur mon dos. Dans quel sens? Mariage, travail, tout. Voilà, la routine d'une maman qui veut le bien de son fils. Exact, ouais. Du coup, elle était trop sur mon dos. Rajouter ça, c'était compliqué. Ouh,
cul. Elle m'insultait tous les jours. Je venais à la maison, elle m'insultait. Ouah, il y avait qui, je sais pas ce qui. Cette période-là, c'était trop tendu. D'accord. Ouais, m'en voulait, je sais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai une petite idée. T'as quitté son domicile, en fait. T'as pris ton indépendance. Je pense qu'elle était pas prête. Et ça s'est peut-être fait du jour au lendemain. Dis-moi si je me trompe. Non, vous avez peut-être raison. Ok. Voilà. Bon. Du coup. Ouais. Ma grande sœur qui me met la pression. Non, moi, je vais le dire. La peureuse en chef, c'est ça? Voilà, je lui dis, bah écoute, on va le dire au daron. Du coup, je vais à la baraque, je vois mon père, je lui explique, je lui dis, écoute, j'étais à l'hôpital, je suis malade, ils m'ont diagnostiqué ceci, cela. Du coup, ils vont m'opérer, ils m'ont enlevé. Je lui dis, bah, par contre, on dit rien à maman. D'accord. Donc lui, il était OK. OK. Voilà, comment lui, il a réagi déjà à l'annonce de cette... Bah, mon père, il a acquiescé en fait. Comme un homme. Comme un homme. D'accord, il n'a rien laissé il a rien laissé transparaître. Rien laissé transparaître. Comme toi. Voilà, exactement. OK. Du coup, bon, je pense que ça l'a touché, mais il ne montre pas, tu vois. Il garde ça pour lui, tu vois. Ensuite... la vie continue, vas-y. Ouais, la vie, elle continue. Du coup, moi, mes potes qui sont derrière moi, on va voir... du coup, on me ramène dans les médecines... alternatives. Exactement. Oui. Je consulte. J'ai pas de diagnostic ou de réponse... par rapport à ces médecines-là. Exactement. Ok, mais toi, comment tu le vis en fait? Parce que j'ai l'impression que tu te laisses balloter un petit peu ici et là, sans avoir de conviction par rapport à ces médecines-là. Là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que toi t'en pensais? Tu pensais qu'il y avait un intérêt d'aller consulter? Non, pas qu'il n'y avait pas un intérêt, parce que c'est que... En fait, on m'a déjà apporté la solution. Le médecin, il m'a dit, écoute, on va te l'enlever ta tumeur, tu vas vivre avec et ta vie, elle va continuer. C'est tout. Il faudra faire attention, pas de sport de combat, voilà, le ski, il faudra éviter, voilà. Ouais. Donc, moi, il m'a rassuré. Donc, pour moi, il m'a dit que c'est une opération anodine pour lui. Ouais. Pour lui, c'est une opération anodine qu'il en pratique régulièrement. Donc, ça va bien se passer. Ouais. Donc, moi, je me suis arrêté à ces informations-là. Du coup, pour moi... voilà quoi, on va suivre son cheminement. Du coup, moi, mes potes qui me ramènent à droite, à gauche. J'ai l'impression que c'est plus pour les rassurer eux, voilà, que exactement. Tu vas là-bas parce que moi, pour toi. Je me suis arrêté à, comme je te disais, du coup, on fait ci. Il y a aussi mon père qui me ramène à droite, à gauche, qui veut me faire consulter ses médecins à lui, on va dire ça comme ça. Ouais. Je sais pas si je pouvais le dire ou pas. Tu peux, mais tu peux. Et puis voilà. Donc le jour J approche, mon père qui m'appelle, qui me dit ton rendez-vous à l'hôpital, ne va pas tout seul, passe à la maison et puis on va ensemble. D'accord. Ok. Du coup la veille je suis à la maison, le matin j'avais rendez-vous je crois à 14h. Du coup j'arrive à la maison, je rentre, je vois ma mère en pleurs. Ah, et là tu te dis quoi? Ma soeur qui dit que j'étais obligé de lui dire. Donc ta mère est au courant. Voilà, qui pleure, qui s'excuse. Je savais pas que tu étais malade, sinon je t'aurais pas fait tant de misère. Ah là. Du coup, c'est compliqué quoi. Ouais. Émotionnellement, c'est dur. Ouais, parce que toi, comment tu reçois ça? Parce que, bon, pour te connaître, je sais que t'es pas imperméable aux émotions. Tu vois ta mère en pleurs par rapport à une situation qui n'est jamais arrivée, qui est inédite et surtout dont... Enfin, il y a des mots comme le cancer, c'est des gros mots en fait. Quand tu les dis, on s'imagine tout de suite le pire. Ouais, donc là, je pense que là, j'avais le démon en fait. J'avais plus la rage contre ma sœur que de pris par les émotions. Ok. Tu vois. Du coup, bah écoute, elle s'excuse, elle venait plutôt. Je dis non, c'est bon, j'ai avec papa et mon frère ou ma sœur, je sais plus c'était qui. D'accord. Du coup, on va à la clinique, je vais aux admissions, je présente mes documents, on me dit bon, t'es à l'étage. J'arrive à l'étage, je suis en salle d'attente. Ouais. Avec mon père et ma sœur, une de mes petites sœurs, pardon. D'accord. Et du coup, il y a 2 infirmières qui se présentent, qui se dirigent vers mon père, qui lui disent bon, suivez-moi s'il vous plaît. Mon père, il dit quoi? Je lui dis mais c'est moi. Il me dit comment ça c'est toi? Je dis mais c'est trop jeune. Oh là là. Alors, direct, ça met une baffe direct. Ouais. Ça met une baffe en plus devant mon père, c'est-à-dire même lui il prend peur entre guillemets. D'accord.
Du coup, ah ouais, mais je dis, putain, mais dans un service, voilà, ça, ce que vous avez, c'est un truc de vieux, quoi. Vous êtes tout jeune et tout. D'accord. Voilà, j'étais tout frêle, je pesais 65 kilos, je pense. 65 kilos? Je pense, hein, je Ouais. pense. Tu mesures combien? Moi, je Ouais. sais, 1,77, je pense. 1,77? Ça Bon, dépend vas-y. des baskets. Ah, d'accord. On va dire 1m80. Ouais, non, c'est trop, 1m80. Non, c'est trop. Bon, bah vas-y, 1m77, on va pas tricher. Voilà, 78, ça dépend des sorties. Oui, mais regarde, là, tu me dis que tu pesais 65 kilos? Ouais, à peu près. Moi, j'ai toujours été maigre. Ouais, c'est quoi ta moyenne Ouais, 70, c'est au grand max. Grand max 70, 70. ok. Donc, ouais, il n'y avait pas de signe Ouais, voilà. flagrant. J'ai toujours été fin, skinny, tu vois. D'accord. Du coup, j'entre, il m'installe dans ma chambre. Au début, qu'ils me mettent dans une chambre partagée. Ouais. Je veux pas de chambre partagée. Mm. Je me vois mal partager une chambre. En plus, c'est un vieux. Des personnes âgées. Oui, exactement. Ouais. Le bon terme. Moi, je vois un vieux. Hein, moi, voilà, tu me dis personne âgée. Oui, c'est personne âgée. Mais dans ma tête, moi, je vois un vieux quand même. Ensuite, écoute, elle me dit, appelle ta mutuelle. Tous les trucs administratifs et tout. J'appelle, ils me disent, ouais, ils prennent rien en charge. Ok. Enfin, une petite partie, du coup, moi, c'est pas un souci, je Oui. vais quand même... On va se faire opérer de toute voilà, façon. moi, bien je sûr. vais dans des conditions, du coup, je prends une chambre solo. La chambre, franchement, elle était plus grande que mon appartement. D'accord. Vue sur la tour Eiffel. Ça va. Vraiment Non, mais- incroyable. Ok. Du coup, et puis dans cet hôpital, les visites de base étaient interdites aux Patients. Aux patients, que pour la famille, c'était... Ok. voilà. Et du coup, l'opération, elle est programmée pour le lendemain. On me ramène à manger, on m'explique comment ça va se passer. Je dois mettre mes bas de contention dès maintenant. Voilà. Ouais. Non, d'abord, il fallait que je passe à la douche. Je passe à la douche. D'accord. On m'a donné un sérum pour que me nettoyer tout mon corps. Et Voilà. pour te désinfecter aussi. Exactement. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et t'es opéré le jour même, hein. Le lendemain. Ah, matin. le lendemain. Donc là, en fait, c'est la préparation avant l'opération. Et exactement, parce que voilà, le médecin vient de me voir, il me brief comment Ouais. ça allait se passer. Ok, du coup, le lendemain, on me réveille, on me ramène au bloc. Ouais. Voilà, on m'a injecté un sérum, je crois, on m'a injecté un sérum pour m'endormir. Ok. Et puis tu te réveilles. C'est fini. Moi, tu te réveilles en salle de réveil. D'accord. Je suis l'infirmière qui vient de voir, ça va, vous allez bien. Je regarde, je vois, je suis branché de partout, je comprends rien. Ouais. Ah, parce qu'on ne t'avait pas expliqué comment ça allait se passer Non, on me à dit la qu'on m'avait sortie. pas, non, pas du tout. Ok. Bon, Ouais. bon, que j'ai oublié. Du coup, je vois que je suis branché de partout, je suis dans le gaz, on me ramène Dans ta chambre. dans ma chambre. Je crois que je vois ma soeur, mon père et ma mère. Mm. Ouais, je suis gazé. Je suis vraiment gazé, j'arrive même pas à parler. D'accord. Du coup, je suis branché de partout. Déjà, ça me déplaît. Ouais. J'ai mal, Mm. j'ai mal. T'as mal comment? J'ai mal, je souffre. Ok. Surtout quand... En plus, à ce moment-là, j'ai beaucoup éternué. À chaque éternuement, Oh, purée. le ventre, il déchire en plus qu'au niveau... Ils m'ont ouvert tout le ventre Ouais. et qu'ils ont fermé avec des agrafes. D'accord. Donc voilà, c'est pas vraiment cicatrisé. Ouais. C'est encore frais. Ouais. Oh là là, éternué, incroyable. Et en plus, j'avais interdiction de me laver. Moi, je suis africain, hein, je me lave tout le temps. Interdiction de me laver. Ouais. Pendant combien de jours? Je suis resté pas mal de jours à l'hôpital. Ouais. Mais j'avais pas honte de me laver. D'accord. Un gant de toilette et passer sur le corps. Mm. Ça, c'est le début. Du coup, bon, je suis branché, j'ai des sondes un peu partout dans le corps. Ouais. Du coup, le médecin qui vient me voir, qui me dit, écoute, j'ai procédé à une autre méthode initiale. Ok. Du coup, au lieu d'enlever Le rein complet. le rein complet, je l'ai taillé la tumeur au maximum. Je lui demande si c'est un cancer, il me dit, tu t'en fiches de savoir. Je lui dis, ouais, je comprends direct comme son baratin de médecin. Ouais. C'est pas le plus important. Hein. L'important, c'est que j'ai taillé au maximum. Là, je t'ai laissé un petit morceau de rein. Et puis voilà, c'est très bien. Ok. Ok, du coup, je suis à l'hôpital 1 jour, 2 jours. On me ramène en bas pour faire un petit scanner, je crois. Ouais. Puis du coup, je sens une douleur de malade. Pendant l'examen? Avant, j'étais dans la salle Ah. d'attente, je commence à dire j'ai mal. Je crie, j'ai mal. Douleur, j'ai rien compris. Ouais. Je crie de partout, les infirmiers viennent, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, bah, écoute, on me remonte dans la chambre, je crie de partout, j'ai mal. Ouais. J'ai mal. Ils m'amènent dans la chambre, tac, tac.
je reste 2 secondes, je rentre, il y a un pote à moi et ma soeur, et puis ils leur disent de partir. D'accord. Partir, Ok. on va le repérer. Ils m'ont repéré direct. Ok. Moi, j'ai même pas eu le temps de comprendre, ils m'ont repéré. Et ils t'ont expliqué après Après, Dis-moi. ils m'ont repéré, le médecin il est venu me voir, il m'a dit écoute, bah voilà, j'ai essayé de tailler la tumeur au maximum, ça n'a pas tenu. En fait, au niveau du rein, toutes les acides elles se sont déféqués dans mon corps. Entre guillemets, ça. Tous les L'acide qui circule dans mon corps, l'urine, tout ça. Ouais. Là, bah voilà, ça n'a pas tenu, ça a lâché. D'accord. Et Donc ça c'est veut comme dire de l'acide qui te brûle, tu vois, c'est horrible. Ok. Du coup, il m'a dit, écoute, s'excuser, il m'a dit, j'ai essayé, et puis voilà, que bon, j'ai taillé toute la tumeur. Bon, encore moi, je reviens. Je lui dis, ça a cancer ou pas? Et il ne veut pas me répondre. Oh là là, ils sont terribles ces Il gens-là. me dit, on fait des analyses et on tiendra au courant. Ok. Ensuite, après, la famille vient, les amis viennent. Et donc tu disais qu'à la base, c'était interdit. Les visites étaient Le interdites. personnel médical, il m'appréciait. Parce que D'accord. moi, il m'appréciait. Et du coup, il y a avec moi qui avait ramené du personnel. Il me disait que bon, ça met de la joie à l'hôpital. D'accord. Entre guillemets. Est-ce que tu sais à peu près, il y a combien de personnes qui sont venues te voir? Ouais, je peux pas le compter. Moi, je sais qu'une fois, dans ma chambre d'hôtel, on était pas loin de 20. T'as dit chambre d'hôtel. Ouais, c'est comme une chambre d'hôtel. Pardon. On était peut-être pas loin de 27, je pense. 27 dans ta chambre. Ouais, après, Wow. j'avais énormément d'amis. Hein. Oui, t'as une grande famille. Ouais, Et t'as déjà, énormément. Non, mais ça prouve quelque chose. C'est-à-dire que t'es quelqu'un d'aimé, aimant, et que les gens te le rendent bien. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être dans la même situation que toi, ils se retrouvent seuls à l'hôpital parce que personne ne prend le temps de passer les voir. Donc par rapport à ça, déjà, j'espère que t'as pu voir, en tout cas, mais clairement. ça t'a permis de faire un tri peut-être, parce que tu me dis que t'as plein d'amis. Il y en a 27 qui sont venus, mais je pense que t'en comptais encore plus dans ton répertoire. Ah, énormément, les gens ils venaient. J'étais jamais seul à l'hôpital. D'accord. J'étais jamais seul. J'ai un pote, un pote de Lyon qui est venu. D'accord. Il est arrivé à l'hôpital, il veut monter dans la chambre et tout. On dit c'est interdit de monter et tout. Lui, il devient fou, il fait du cinéma, il gueule, il s'embrouille. Ouais. Ouais, moi je viens de Lyon, je veux monter et tout. La sécurité qui l'empêche. Il y a un médecin devant le service qui vient à sa rencontre. Ouais. Ouais, calmez-vous. C'est qui vous allez voir? Oui, c'est monsieur. Un tel. Voilà. Je dis, mais il fallait le dire plus tôt. Ah. Allez, on le laisse rentrer et tout. Ah ouais, lui il rentre dans la chambre et tout. Il me dit, wesh, c'est une dinguerie ce qui vient de passer. Wesh, ils ont pas voulu me laisser rentrer. Parce que j'ai dit, je venais de voir toi et ils m'ont laissé rentrer. Tapis rouge. Tapis rouge. Ok. Et tu sais, moi, tous mes potes, j'arrivais pas à manger. Moi, je mangeais pas. Alors que j'ai perdu 10 kilos pratiquement après l'opération. D'accord. Donc t'es sorti de l'hôpital, t'étais dans la cinquantaine. Même pas, ils ont pas vu à l'hôpital parce qu'ils me voyaient tous les jours. Ils n'ont pas vu que j'ai maigri. Tu vois. D'accord. Et moi, je m'étais pris en photo. Ouais. Et je me suis vu, j'ai dit, mais là, je suis trop maigre. Mhm. Du coup, la nutritionniste est passée. Ouais. Parce qu'elle venait tous les matins faire un contrôle pour me dire ce que je voulais manger et tout. Je lui dis, mais là, j'ai trop maigri, là. Elle me dit, comment ça, trop maigri? Il me pèse, elle me dit, ah ouais, effectivement, bon, là, faut que tu manges. Là, tu peux manger ce que tu veux, mais là, faut que tu manges. D'accord. On dit grec, pas grec, tu manges ce que tu veux. Il faut que ça rentre. Faut que tu manges, là, on peut plus. Ouais. Il n'y a plus le temps, t'es trop maigre. D'accord. Mais j'arrivais pas à manger. Mais c'est en l'espace de combien de temps? Là, ça fait combien de temps là, quand tu te rends compte que tu as beaucoup maigri? Ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital? Je sais pas, une semaine après l'opération. Ah ouais. Parce que tu manges pas, t'as mal. Ouais. T'as mal, tu te tiens que l'estomac, tes parents, tes amis, tout le monde te ramène à manger. Mais moi, tout ce qu'on me ramenait, je le donnais au personnel médical déjà de base. D'accord. Donc déjà, c'est pour ça peut-être qu'ils m'appréciaient. Peut-être. T'as nourri? Ouais, j'ai ramené tout, sandwich, bonbons, gâteaux, tout. Je rentrais rien m'entrer dans ma bouche. Donc je leur distribuais tout. Ouais. Et du coup... Donc voilà, t'as perdu 10 kilos. Ouais, voilà. Du donc coup, maintenant... j'ai mes potes, tous les jours, ils me ramènent à manger. J'ai des potes qui venaient tous les soirs après le boulot. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas d'heure. Voilà. Mais ça t'a pas fatigué un peu, tout ce flot de personnes? Une fois, ils ont viré tout le monde de l'hôpital. Parce que j'étais KO. Ouais. Ils leur ont dit, allez, l'infirmière, elle est passée, elle a vu le monde. Elle a dit, ouais, elle est trop fatiguée. Je vous invite à quitter les lieux, s'il vous plaît. Ouais. Faut le laisser se reposer. Oui, mais là, c'est l'infirmière qui a pris l'initiative de demander aux gens de partir gentiment. Mais toi, en tant que personne malade... Non, après, tu te sens plus... Non, au début, c'était
c'est du repos. Les gens ils sont là, tu les calcules pas, tu fais que de dormir. Ouais. En fait, t'es shooté, t'es fatigué, t'as mal. Non, mais quand t'es réveillé et que tu vois qu'il y a toujours du monde, parce qu'il y a aussi... Non, c'est bien. D'accord, Parce que, tu t'aimais connais, bien. les hôpitaux, c'est compliqué quand tu te retrouves tout seul, le Ouais. temps ne passe pas, tu vois. T'es là, mais quand il y a des gens, voilà, on t'accompagne, on est là, on te remonte le moral, entre guillemets. Ouais. Donc, moi, jamais été seul. Être seul, voilà, c'est pas dans mes habitudes, tu vois. Ok. Du coup, j'apprécie ces moments. Mhm. Après, je vais te raconter un truc, mais j'ai oublié. Je suis désolée, je t'ai coupé la parole, mais je vais du coup rebondir sur autre chose. C'était pas gênant pour toi d'avoir tout le temps des gens alors que t'es dans un état de vulnérabilité? Oui et non, pas spécialement. D'accord. Parce qu'en fait, des fois, les gens sont là, mais après, ils me calculent plus, tu vois, il y a toujours du monde. Les gens, ils parlent Converse, entre eux. voilà, chacun fait sa life. D'accord. Voilà, on s'est retrouvés à faire une prière, je crois qu'on était 15 ou 17 Waouh. dans la chambre. Je crois. Non, mais j'espère que tu te rends compte que c'est un bienfait que d'avoir des gens aussi bienveillants autour de soi et en quantité. Parce que là, tu me dis qu'à un moment donné, vous étiez 27 humains dans ta chambre. Yeah. Et là, tu me dis que vous avez prié ensemble et vous étiez une quinzaine de personnes. Rends-toi compte que tout le monde n'a pas ça. Mais le pire, c'est que je n'ai annoncé à personne. Ça s'est fait rapidement, donc il y avait ma famille forcément. Ouais. Et encore, c'était ma famille proche, donc mes parents l'ont peut-être annoncé à 2-3 cousins. Ouais. Moi, je l'ai annoncé. À tes amis le jour voilà, du exactement. repas. Et, Ok. puis à 2-3 amis du foot, c'est tout. D'accord. Donc en soi, vraiment mon entourage proche qui est au courant. Après, j'ai des bonnes connaissances, des amis, mais c'est encore partie du premier cercle, mais qui sont venus me rendre visite. J'étais choqué. D'accord. T'es là, tu viens, que ce soit des potes du taf, des potes que tu as rencontrés en vacances, masculin, féminin, qui viennent te rendre visite, qui te ramènent à manger. Il y a ma mère qui dit je vous dépose, qui dépose à la maman et tout. Tu vois, c'est incroyable. Qui voient, je suis avec mon père, qui vont chercher à manger pour mon père, qui ramènent. Ouais. Franchement, top. Voilà, c'est là que tu vois que tes amis, c'est des vrais amis. Ils sont pas là que dans les bons moments. Dans les mauvais moments, ils sont encore plus présents. Ouais, un truc de fou, ouais. Et ça, je leur remercie infiniment, quoi. Ça, j'ai même pas de mots pour le qualifier. D'accord. Voilà, du coup... Et du coup, bon, les jours passent, Ouais. ça commence à aller mieux. J'ai aussi le médecin de l'hôpital, la clinique qui m'a consulté. La jeune femme... Oui, parce qu'elle, une fois que je suis sorti quand j'étais à la clinique, elle m'a donné son numéro, elle m'a dit si tu as besoin de médicaments, n'hésite pas, passe me voir. Du coup, une fois que j'avais besoin de médicaments, je l'ai appelée, elle habitait à Paris, dans le 20e. Ouais. Je suis parti, elle m'a fait une ordonnance, elle m'a donné les médicaments. Une fois à l'hôpital, elle vient me voir. Ah ouais. Elle vient avec 2 Grecs. Ah ouais. Elle vient avec 2 Grecs. Tout, elle vient prendre une nouvelle et tout. Ouais. Tac, tac. Elle me dit, c'est comment? Je t'écoute, comment ça se passe? Je sais pas si c'est un cancer ou pas. Elle me dit, écoute, moi, je vais aller les voir. Avec son statut de Médecin en chef d'une clinique privée. D'accord. Elle revient me voir et elle me dit, bon, ils veulent rien dire. Ah, ils veulent rien dire encore. Ils veulent rien dire. Ok. Mais toi, ça te met dans quel état de savoir qu'il se passe quelque chose? Il y a plein de gens qui sont au courant, mais genre, l'information ne doit pas venir jusque toi. Voilà, ils veulent rien de me dire. Ça crée pas un climat d'anxiété ou un truc comme ça? Non, le médecin, il vient et dit que tout est carré. Donc là, c'est bon pour ce cas demain, ce qui s'est passé, c'est fini. Ouais. Là, ton rein, l'autre rein, il va prendre la place de l'autre, il va grossir et puis... il va faire le travail de 2 reins. Voilà, dans un premier temps, il ne faudra pas faire d'efforts physiques. Ouais. C'est encore frais. Un pack d'eau, tu ne le prends pas. D'accord. Puis voilà, quoi. Pas de sport, rien du tout. Ok. Donc, voilà, à ce niveau-là... Voilà, je pense juste à me rétablir. D'accord. Parce que je marche pas, je suis dans mon lit. Je commençais à marcher un peu. C'était dur. Ouais. Les jours passent. Après, je commence à marcher toujours à l'aide de... comment on appelle ça? Un déambulateur? Exactement. Bon, les médecins, ils me voient. Alors, monsieur, on crie plus? Ça va? Vous marchez tout seul et tout? Ouais, ils kiffaient, on rigolait. J'allais me poser dans leur salle d'attente. Ok. Avec eux. Ouais, tu vois, c'est bon. Je faisais ma vie. Exactement. Vraiment, je faisais ma vie.
T'es resté hospitalisé là-bas combien de temps? Entre 2 et 3 semaines, moins d'un mois, je pense. D'accord. Parce que je les ai saoulés pour partir. Ouais. Ouais, j'en avais marre. Du coup, ils m'ont dit, bon, on attend un peu. Je forçais. Et ouais, je me sentais sale. J'ai demandé à ma mère de me laver. Elle m'a lavé. Ouais, mon pauvre. Elle a pris son jumper, elle m'a lavé. Mais à ce moment-là, il y avait le contrôle des infirmières. Ok. En chef, elle est venue, elle a vu ma mère me laver, elle a fait un scandale. Mais vous êtes malade, mais faut pas le laver. Ma mère qui parlait dans sa langue, Ouais. allez, dégage Ouais. quoi. Il est sale. Pourquoi je vais pas le laver? Tu vois, quand t'es sale, là, t'as des morceaux de peau, là, des trucs comme ça. Là. Oh, oui, je vois. Voilà, parfaitement. c'était horrible. Moi, Bah oui, parce que, attends, si tu me dis, t'as été hospitalisé 3 semaines, sur les 3 semaines, t'avais pas du tout le droit de de te doucher. Voilà, juste passer un gant histoire de. Oh, mon pauvre. Non, c'est souffrance. Moi, Ouais. ma mère, elle a pris une chaise, elle l'a mis dans la douche, elle m'a soulevé, elle m'a lavé, elle m'a frotté Ouais. le dos et tout, tac, Ouais. tac, le visage. Non, Mon elle est pauvre. rentrée, elle dit, mais vous êtes malade. En fait, il y avait une qui m'a vu, l'infirmière, Elle a rien dit. elle a rien dit. Ouais. Voilà, elle s'est dit, ok, d'accord, voilà, faites ça vite et basta. Parce que moi, j'étais cool avec moi, les infirmiers, quand ils prenaient leur service, ils venaient me voir, ils partaient, ils venaient me voir. D'accord. Tous cool, au top. Et du coup, bon, elle m'a lavé, elle Ouais. m'a fait chier, elle m'a dit, vous être malade, elle est venue, elle m'a nettoyé la meuf, elle a regardé si les cicatrices, l'eau, et voilà. Ça y est de passer dans Non, la mais- cicatrice, ouais. Fallait être propre. Fallait être propre. Et après, Donc au bout de 3 semaines, tu sors. je sors. Tu sors, mais je suppose que tu ne retournes pas dans ton appartement. Je voulais retourner dans mon appartement. Mais, Mais la pression familiale était trop intense. Le pressing était trop... Oui, il était tout seul. Du coup, j'ai une sœur qui avait une chambre. Du coup, je suis parti chez elle. J'ai squatté une petite semaine. Le temps de me mettre sur pied. pourquoi tu voulais pas retourner chez tes parents? Bah, ça y est. Non, mais même de toute façon, mes sœurs ne voulaient pas, qui n'étaient pas à l'aise. Tranquille, tu vas te reposer, à la maison, il y a du monde. Donc le choix s'est fait naturellement vers ma sœur. Ok. Et voilà, une petite semaine là-bas, tranquille, j'ai appris du poil de la bête. Et puis j'ai décidé de retourner. Dans ton appartement. Ouais, exactement. Ok. Contre l'avis de mes parents, bien sûr, Mhm. qui ne voulaient pas que je me retrouve tout seul. Bah, avis justifié, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, quoi, je vais reprendre ma routine. Ouais. Et là, toi, tu te sens comment, en fait, quand tu sors de l'hôpital? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien d'homme sportif? Déjà, il faut se remettre sur pied parce que je remarche, mais j'ai toujours mal. J'ai des soins, j'ai l'infirmière qui passe à la maison, qui fait des soins tous les jours. Ouais. Une piqûre, et puis qui enlève régulièrement une ou deux agrafes. D'accord. Jusqu'à les enlever totalement. Du coup, une fois que ça s'est fait, bon, je remarche, mais j'ai mal. Apparemment, c'est le cycle normal, la cicatrisation. Voilà, il y a plusieurs tissus qui se remettent, ça met du temps. Ok. Ah, mais du coup, là, ça fait 1 mois que tu es dans le mal. Puisque, Voilà. ouais, opération. Voilà, les douleurs s'estompent, mais j'ai toujours pas de réponse par rapport. À cette tumeur. Ok. Toujours pas de réponse. Du coup, bon, après, la douleur, elle est partie. Je remarche. Je fais quand même attention. Là, faut que je bois. En plus, moi, de base, je suis pas un mec qui boit beaucoup d'eau. D'accord. Donc, je me suis remis à boire de l'eau. Ok. Je trouvais que c'était dur. C'était dur. Il y a plus dur dans la vie quand même. Ouais, il y a peut-être forcément, j'ai vécu quelque chose de plus dur, mais Oui. boire de l'eau là. Ah là 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 là. Voilà, j'ai. Plutôt boisson. Voilà, plutôt boisson. Ok. On va pas dire quelle boisson, mais j'étais plutôt boisson. Ouais. Du coup, il fallait que je boive mon eau. Parce qu'au début, quand tu sors de l'hôpital, tu vois, ouais, tu suis les indications. Tu Ouais. vois, Au début, oui. C'est encore chaud, tu vois. Ouais, pas de sport, rien. Tu bois beaucoup d'eau. Mais ils t'ont donné un... T'avais un planning de convalescence. Admettons, on va te dire, par exemple, tu vas marcher à partir de 10 jours. Après, au-delà des 10 jours, il faudra que tu fasses du kiné ou ceci, cela. Rien du tout. Rien du tout. Toi, t'es sorti en mode, c'est bon, ils m'ont retiré Voilà, le mal. Ils m'ont dit que c'était bien, tu vas remarcher. En fait, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de suivi? Pas de complications. Si, il y avait Ah. du suivi. Ok. Voilà. Suivi, tac, pas de complications. Tu vas revenir dans 1 mois, on va faire un contrôle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Donc, je reviens, je fais mes check-up, tout va bien. La cicatrisation, c'est bien fait. La cicatrice, elle est propre. Le médecin, en plus, qui se vantait, ouais, ta cicatrice, elle est très, très propre. Elle va bientôt plus se voir. Ouais. Malgré que tu as ouvert pratiquement tout le ventre. Ok. Du coup, en fait, il me l'a fait sous la ceinture abdominale. D'accord. C'est-à-dire,
Et toi, aujourd'hui, 10 ans après, Ouais, elle se voit, mais. Elle peut passer inaperçue, Ouais, plus ou moins. plus ou moins. Elle est propre, Ok. elle est pas. C'est pas. C'est pas la boucherie, quoi. Ouais, c'est pas une boucherie. Du coup, j'ai repris le boulot, on taffe, une année, ça se passe. Et je retourne malade. D'accord. Voilà. Du jour au lendemain, je me réveille un matin, j'ai mal au cervical. Je me dis, c'est peut-être un torticolis. Ouais. Du coup, je vais à la pharmacie, je prends une minerve, je la porte. Je vais au boulot quand même, mais j'ai mal. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça descend au niveau des cervicales jusqu'au lombaire. Ouais. J'ai mal partout, c'est incroyable. Plus les jours passent, plus je souffre. Je comprends plus rien. D'accord. Et c'est arrivé comme ça soudainement? Soudainement. D'accord. Donc au début, tu es là, tu prends des anti-inflammatoires, tu es là, Parce qu'entre-temps, j'avais repris le foot. Hein. D'accord, mais tu l'avais pris au moment où tu pouvais le prendre. Enfin, c'était pas contre avis médical. Non. Non, Ok. C'était dernièrement, j'ai repris le foot. Ouais. Du coup, j'arrive plus, j'ai mal au tendon des pieds et tout. Marcher, c'est horrible. J'ai mal partout. Je comprends rien. Du coup, j'ai la femme à mon pote qui est médecin, qui me donne des anti-inflammatoires. Elle me dit, je sais pas, peut-être. Vas-y, on sait pas. Ça me soulage. Ok. Je fais ma vie, j'arrive à jouer au foot, mais j'ai mal, puis j'arrive à jouer au foot. Ok. Bon, après, je redemande des anti-inflammatoires. Elle me dit, je ne peux plus t'en donner. T'as une tumeur, c'est pas bon, t'as qu'un rein. Les anti-inflammatoires, ça attaque les reins. Donc, voilà, flemme. Niette. C'était quoi comme anti-inflammatoire qu'elle t'a prescrit? J'ai plus le nom. Ok. Franchement, j'ai plus le nom. C'était quelque chose que tu peux trouver, que tu peux avoir en pharmacie sans ordonnance? Non, c'est pas un médicament sous ordonnance. Ok, d'accord. Donc là, tu as une première alerte. Il y a quand même un médecin qui te dit, au vu de tes antécédents médicaux, bah tu peux pas abuser des anti-inflammatoires. Clairement. Ok. Et donc? Bah écoute, moi comme je suis têtu, je passe par un autre médecin. J'explique la situation. Lui aussi, il est réticent. Il me dit, mais moi, je vais trouver ce que tu as. Il me dit, je pense que ce que tu as, c'est. Il me dit, c'est une spondyarthrite. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une maladie auto-immune. Ok. Voilà. Mais pour la confirmer, il faudra faire un test. Ce test, ça s'appelle. C'est une prise de sang. C'est une molécule, ça s'appelle la prise HLA-B27, un truc comme ça. D'accord. Voilà, il faut demander à la sécurité sociale si tu es autorisé à le faire. Ouais, c'est un test ADN, entre guillemets. Ah, ok. Tu n'as pas le droit de le faire. Du coup, si ce test il est positif, c'est que tu as cette maladie. D'accord. Donc on fait le test, il est négatif. Il me dit, mais des fois c'est négatif, mais tu as cette maladie. C'est des faux négatifs. Voilà, exactement. D'accord. Donc ça sort pas. Ça sort pas positif. Du coup, on fait. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? Des tests. Je fais beaucoup de tests. Alors là, j'ai fait énormément de tests. Mais à ce moment-là, tu travailles encore ou ouais, j'étais en arrêt maladie. Arrêt maladie, ouais, parce que là, ça s'avère que ça s'est empiré. Du coup, marcher, me lever de mon lit, je pouvais plus. Donc pendant combien de temps tu as pris les premiers anti-inflammatoires qui étaient prescrits par... Ça a duré peut-être 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Et après, là, tu as commencé les tests. Voilà. Puisqu'il fallait trouver la solution au problème, puisque ça devenait trop invasif. Exactement. Du coup, il me donnait un médicament, mais ça marchait pas trop. D'accord. J'étais dans le mal total, je comprends pas, parce que t'as pas de réponse en fait. Ouais. Je fais le test, on dit c'est négatif. Toute ta vie, tu as fait du sport, et là, tu n'arrives plus à te lever, tu n'arrives plus à marcher, tu as mal partout. Ouais. Toucher ton dos, c'est horrible. Me masser, c'est horrible. Du coup, ce qu'il en suit, c'est que on fait des tests, il me prescrit des médicaments, ça ne veut pas. Je vais dans une première clinique, je fais un petit séjour pour faire une batterie de tests, on me fait des tests nucléaires, on met du plomb dans le corps pour voir ce que ça ressort. J'ai fait un autre test, tout est négatif. D'accord. Tu sors de ce séjour sans aucune réponse. On me dit, écoute, t'as les douleurs de la spondyarthrite, mais tous les tests qu'on fait sont négatifs. Ok. Tu vois, là, on ne comprend plus rien. Du coup, les douleurs, elles sont intenses, on me donne du tramadol. D'accord. Tramadol. Mais le tramadol, ça me calme. Ça te calme. Ça me calme. Ça veut dire que tu peux quand tu es sous tramadol, tu arrives à retrouver une vie normale? Ou est-ce que tu es encore t'as des gênances? J'ai mal à tout le temps, mais ça me permet d'être mobile.
D'accord. Voilà. Ok. Voilà, de me déplacer. Voilà. Parce qu'en fait, cette maladie, ça attaque la motricité de ton corps. Ça veut dire quand tu n'es pas en mouvement, tes os, tout ça se bloque. Ils deviennent, comment dire, pas rigide, mais C'est un peu ça, quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ils que, prennent de la rigidité quand ils sont pas en c'est-à-dire mouvement. au réveil, dès que tu te réveilles, le temps que ça se mette en route, Horrible. horrible. Ok. Du coup, je refais un test dans une clinique, je sais plus comment ça s'appelle à Paris, Institut, j'ai oublié le nom. Ouais. Même là, ils trouvent rien. Ils me disent, t'as les mêmes douleurs, t'es inflammé partout, t'as mal aux zones exactes de la spondylarthrite, mais les tests qu'on fait, ils sont tous négatifs. D'accord. Ça dure combien de temps cette errance médicale là? Ouh, presque un an. 1 an. Ouais, presque un an. Donc, pendant 1 an, t'es sous tramadol. Au début, c'était pas tramadol. Après, c'était tramadol. Après, j'en ai eu marre. Je trouvais, à force d'aller à droite, à gauche, je ne trouve rien. Moi, j'ai trouvé la solution, c'était les tramadol. D'accord. Donc, je consommais du tramadol, Alors, le tramadol, dis-moi si je me trompe, c'est un anti-inflammatoire. C'est pas un anti-inflammatoire. Ah, c'est quoi alors? Il fait partie de quelle catégorie? Je sais pas si tu... C'est... j'ai oublié le terme exact. Bon, en tout cas, est-ce que ça attaque ton rein? Non, ça attaque pas le rein, c'est un médicament très très fort. Ouais. Très contrôlé, tu peux pas en avoir. C'est compliqué à avoir. Oui. Parce que des fois, je vais chez le médecin pour avoir le tramadol, on ne veut pas me donner parce que c'est un dérivé de drogue. Il y en a qui se droguent avec. Ah, ok. D'accord. Et je suppose que quand on te prescrit du tramadol, c'est sur une durée limitée. Toujours. Et cette durée, elle est de combien de temps? Toujours. En fait, les médecins, ils prescrivent à la semaine, au mois. Oui, mais en fait, quand on a une pathologie et qu'on te prescrit du tramadol, Oui. c'est quoi la durée? Non, il n'y a pas de durée, en fait. Ah, il n'y a pas de durée. Il y a pas de durée. D'accord. Parce qu'il y a des médicaments, tu ne dois pas les prendre au-delà de 2 semaines. Si tu les prends au-delà de 2 semaines, c'est compliqué. Là, le tramadol, jusqu'à aujourd'hui, j'en prends. Ça fait 9 ans que j'en prends tous les jours. 9 ans que tu en prends tous les jours. Tous les jours. Du coup, une fois, je suis parti consulter avec une de mes sœurs et ma mère, le médecin qui m'a dit en fait, le tramadol, peut-être qu'il te fait même plus d'effet. Parce que c'est de la drogue. Il m'a dit que pour arrêter le tramadol, il faut aller dans un centre de désintoxication. Ok. C'est pas comme ça on appelle ça. Oui, c'est un centre de désintoxication, effectivement. Personnellement, je suis pas prêt à aller dans un centre. Là, je me retrouve avec le tramadol. D'accord. Mais est-ce que tes doses ont changé depuis le début? J'essaie de les changer. Et des fois, je tombe malade, donc j'arrête pour tester. Mais en fait, comme j'ai encore du tramadol, c'est-à-dire pour 24 heures, t'as pas trop de douleur. Mais une fois que ça part, ça y est, ça remonte. Hein. Donc, tu as encore ces douleurs de poly à... Ah oui, toujours, tout le temps. Des fois, j'ai des crises. Quand j'ai des crises, je vais pas travailler, je peux pas travailler, je suis dans mon lit, je bouge pas. D'accord. Assez récurrent. Mais là, il faut que je refasse j'essaie de refaire des consultations. Ouais. J'attends toujours ma nouvelle convocation parce qu'en fait, ils ont trouvé une injection. D'accord. Une injection pour voir si je suis compatible. Donc j'attends la convocation pour voir si je suis compatible. Ouais. Pour éviter de prendre les médicaments, tu fais une injection tous les 1 à 3 mois. D'accord. Ça te soulage. Mais cette injection-là, elle est prescrite pour la maladie que tu penses avoir, mais pour laquelle... Exactement, la spondylarthrite ankylosante. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, après, je demande au médecin pourquoi ils me disent généralement, c'est une réaction auto-immune suite à l'ablation de ton rein. Il m'a dit cache. Il m'a dit ton système immunitaire, il a bugué à un moment donné. Ouais. Et c'est ça a créé. C'est ça qui a créé ces douleurs-là. Ok. Exactement. Donc 9 ans que tu es sous tramadol. Exactement. D'accord. Ça fait beaucoup. Hein. Et c'est quoi est-ce que tu connais les effets indésirables de ce médicament? C'est l'indépendance. C'est la dépendance? Ouais, mais toi, moi je suis dans le déni, entre guillemets. Le médecin me dit t'es dépendant au tramadol. Moi, je dis non, je suis pas dépendant au tramadol. Si je prends pas le tramadol, je suis dans le mal. Tu vois? Après, des fois, je me dis peut-être c'est psychologique. Ouais. Ça peut être psychologique. C'est quoi la plus grande durée que tu as fait sans prendre de tramadol? Je sais pas, 2-3 jours. 2-3 jours? Ouais, pas plus. Ok. Pas plus. Ok. Parce que j'en prends... Au début, j'étais grande quantité LP 200. Longueur prolongée de 200 mg. Généralement, ça, c'est ce qu'on donne à des chevaux. C'est une blague.
Et oh, tu donnes ça à un cheval. Et sachant qu'avant, tu étais skinny, donc tu étais un petit gabarit. Ouais, mais il fallait que ça. Mais j'avais mal. Avant, là, j'ai moins mal qu'avant. Mais j'ai mal, par exemple. Là, j'en prends un tout. Là, je suis redescendu à. Après, j'ai divisé. Là, je suis parti sur du LP100. Je suis redescendu à du 75. Bon, ça marchait pas. Je suis remonté à du LP100. Et là, je tourne sur du LP100. Et par exemple, j'en prends un tous les 24 heures. Par contre. Avant, je prenais un tous les 12 heures. LP200, un tous les 12 heures. Tous les 12 heures. Tous les 12 heures. Ok, d'accord. Un tous les 12 heures. Et ça, tu l'as fait combien de temps? Ouais, plusieurs années. Hein. Je n'ai pas la durée exacte. Après, je voyais que c'était trop. Je prenais trop de médicaments. Donc, j'ai essayé de. Parce que ça. Ah oui, ça a ramené des gastrites. Des gastrites? Ouais, des gastrites. Je connais. C'est horrible. Oui. Horrible. Et des fois. Et c'est ça qui m'a fait passer un tous les 24 heures. J'ai testé, j'ai dit je vais en prendre un tous les 24 heures. Ouais. Donc du coup... ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je suis resté sur du... un tous les 24 heures. Ok. Et puis je m'y retrouve, donc j'arrive à bouger. J'arrive à bouger. Après des fois j'ai des douleurs, là tu me touches mon dos, il est toujours inflammé. C'est ton quotidien? Ouais, c'est mon quotidien. Waouh. Tu t'habitues. Du coup quand t'as des crises, c'est horrible. Là, est-ce que tu prends n'importe quel médicament, ça ne calme pas, tu dors et tu ne bouges plus. T'attends que ça passe. Ah, t'attends que ça passe. Donc, à un moment donné, ça passe, quoi. Ouais, dans la journée, quoi. Oh, purée. C'est pas facile. Bon, après, voilà, au bout de 9 ans, ça y est, t'es habitué. Ouais, mais bon. Après, ça, par contre, dans les débuts, je peux te dire aujourd'hui, j'étais en dépression. Tu comprends pas, en fait, t'as pas de réponse. J'allais te lancer dedans. T'as donc... mal partout. Ouais. T'es là, tu dis, mais ouais, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, j'ai arrivé à marcher. Je dis, sport, là, je peux plus rien faire, je suis même pas autonome. Pour sortir de mon lit, t'as besoin d'appeler la maman qui te lève. Donc, du coup, t'es retourné chez tes parents. Ouais. Et est-ce que c'est la maladie qui t'a fait retourner là-bas ou est-ce que c'est la pression des parents. Ah, ok. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais bon, autour de la maladie, je suppose. Exactement. Ok. Mais finalement, c'était un bon choix pour toi ou pas? Bah, avec le recul, oui, mais à l'instant T, non, tu le vis mal. Voilà, tu le vis mal. Tu dis à ton grand âge, tes parents, une injonction. Tu retournes à la maison. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et après, voilà quoi, t'as mal, ta mère elle te lève, tu comprends plus rien, t'as pas de réponse à tes questions. Ouais. T'as mal partout, tu comprends plus rien. Tu dis, wesh, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Tu peux plus rien faire, t'es cloîtré chez toi, tu souffres. Tu souffres. T'as pas de médicaments, les médicaments on attend de savoir ce que t'as pour te donner un traitement, tu vois. Ouais. J'ai souffert. Franchement, j'étais dans le mal total. Et petit à petit, tu vois, t'as déjà traversé une tumeur. Faut que tu te réveilles, mais au final, la tumeur, c'est rien comparé à la spondyarthrite. Ah, ok. Clairement rien. Moi, si demain, tu me dis, c'est quoi que tu vas reprendre, donne-moi la tumeur. Spondyarthrite. Il n'y a pas pire, c'est une maladie qui touche 5% de la population. D'accord. À plusieurs stades différents. Ouais. Ils n'arrivent plus à marcher depuis qu'ils ont la spondyarthrite. Ok. Moi, t'es chanceux quelque part. C'est ça, les gens, des fois, je leur dis j'ai une spondyarthrite et ils me regardent. Une spondyarthrite. Oui, et je souffre énormément. Ouais. Après, ça se voit pas, certes, parce que ça y est, la force, elle a repris le dessus. Hein. Je veux pas me laisser mourir. Ouais. Je me suis réveillé un jour, j'ai dit, mais ouais, je peux plus me laisser mourir comme ça. Mais ça a duré combien de temps cette phase dépressive? C'était assez court. Hein. Moi, je te dis pas plus d'1 mois, 1 mois, 2 mois. Pas plus. C'était assez court parce que je me suis vite mis en question et je pouvais plus rester dans cette situation. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour en sortir? Est-ce que tu avais quelqu'un à qui tu pouvais te confier? Ou est-ce que tu as vécu ça seul comme un homme? Ouais, mais parce qu'en fait, quand tu as une dépression, tu as du mal à l'accepter et tu t'en parles pas. Ouais. Donc, si tu veux t'en sortir, il n'y a que les proches qui remarquent la situation et qui vont venir t'aider. Mais sinon, moi, tu peux pas aller demander de l'aide aux gens. C'est comme ça que toi, tu le vois, en tout cas. Ouais, je pense que les gens, pareil. Franchement, c'est... voir une personne dire je suis en dépression, il faut que tu m'aides à sortir de là. Pas forcément mettre le mot dépression, mais au moins dire je ne vais pas bien. Oui, mais ça les gens le voient. D'accord. Mais toi, mettre le mot dessus, c'est un step au-dessus, tu vois. Du coup... Tu penses qu'il l'a vu, toi, autour de toi? Mes sœurs, certaines de mes sœurs.
Ma mère, forcément, parce qu'elle voit tout. Ouais. Et voilà, quoi, tu te réveilles, tu dis, ben bon, faut plus que ça dure. Tu te lèves, tu essaies de marcher, tu descends les escaliers, tu les remontes, tu redescends les escaliers, tu remontes, t'as mal. Voilà, tu fais tes rendez-vous médicaux. Et puis, fil en aiguille, voilà, quoi. T'arrives sur le tramadol, ça se calme, tu commences à remarcher. Mais voilà, t'as toujours pas officialisé la maladie. C'est-à-dire? Ah oui, parce qu'ils n'ont pas donné de... Le nom, voilà, on t'a les symptômes, mais t'as pas le nom. Exactement. Mais encore aujourd'hui, t'as pas... Enfin, tu dis avoir cette spondylarthrite, mais en vrai, les tests te disent le contraire. Bah oui, parce que j'ai décroché. Ah, Voilà, ok. j'en ai marre de courir, à gauche, à droite. Du coup, je me suis réfugié dans le tramadol. Ouais. Et c'est la facilité, en fait. Oui, c'est la facilité, mais ça te permet de pouvoir vivre ta vie quelque part. Exactement. Et je me suis repris en main, je suis parti consulter un rhumatologue. Quand ça? Ça fait un petit moment. Ouais, pas très longtemps. Mais ça fait C'était dans l'année, enfin... Ouais, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, ok. Donc ça veut dire que... Pour le traitement, on dit qu'il y a énormément d'attentes. Pourquoi il y a énormément... Enfin, je comprends pas. C'est une maladie, s'il y a un traitement... C'est qu'il n'y a qu'un service en France qui gère ça? Qui gère ça, ils ne sont pas beaucoup. Et les patients, t'en as quand même, tu vois. Ouais. Et bon, on m'a dit normalement c'était 2-3 mois, ça fait presque un an que j'attends. Mais est-ce que tu relances régulièrement pour... Non, il faut que je passe par un autre... je vais changer de rhumato qui va me faire un nouveau dossier. D'accord. Et puis on va voir. Ok. Si je peux dérocher du tramadol, tant mieux. Ok. Mais tu te sens capable là déjà Bah en fait, c'est pas que je me sens pas capable. C'est que je sais c'est quoi la douleur. Et la douleur, je veux pas la vivre. D'accord. Donc je prends du tramadol, je m'en fiche. Ok. Tu vois, demain avoir une crise ou avoir mal au dos, des fois je m'endors. Je suis fatigué, j'ai pas pris mes médicaments. Parce que généralement je le prends à minuit comme ça. T'es tranquille jusqu'à midi? Non, pas jusqu'à midi. C'est qu'au réveil, la motricité de mon corps, ça va. Je peux me réveiller tranquillement. Par exemple, si je le prends au réveil, et c'est-à-dire toute la journée je passe, la nuit je dors, mon corps il va se bloquer. C'est pour ça que je le prends avant de dormir, comme ça la nuit elle se passe tranquillement, la motricité ça va pas bloquer. Ok. Des fois... Tu t'endors avant? On dort avant, ça m'arrive pas. Des fois, c'est souvent. Ah ouais. Moi, je m'endors vite. Des fois, je me réveille en furie dans la nuit. D'accord. Les médicaments, j'attends au moins 1 heure et demie avant de me rendormir, tellement j'ai mal. Ok. Et là, tu te réveilles. Ok. Et il y a toujours une boîte de médicaments à côté de moi. Je prends, je bois. Avec ma boisson, par contre. Voilà. Et j'attends que ça passe. Ouais. Et après, tu te rendors. Et ça, c'est relou, ça, par contre. Ouais. Mais tu mets pas un réveil pour... Non, ça, c'est mon... Non, je mets pas de réveil. C'est ton horloge interne qui fait le taf. Exactement. Ok. Voilà, tac, réveil. Ah, faut que je prenne le médicament. Ok. Tac, mais des fois, je m'endors. Ce qui est normal. Voilà, quand tu t'endors, c'est la catastrophe. Ok. Tu te réveilles. Waouh. Donc voilà quoi. Okay. On en est là aujourd'hui. D'accord. Comment tu te sens maintenant là? Parce que là, tu as traversé un cancer. Mais attends, avant de te poser cette question, tu as eu un retour sur la tumeur qu'ils t'ont retirée ou pas? Ouais. Et ils t'ont dit quoi? C'est une tumeur maligne. D'accord. C'est-à-dire c'est un cancer. Ouais, mais du coup, est-ce que tu dois faire des examens Ouais, mais j'en ai fait, il n'y a rien. Ok. C'est pas déplacé ailleurs. Il y a rien. Ok. Donc aujourd'hui, oui. Comment tu te sens? Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te raccrocher à la vie et sans te laisser aller à la dépression? De base, moi je suis un bon vivant, donc voilà, je suis pas un mec qui se renferme sur soi-même, c'est-à-dire je me retrouve pas en fait, c'est pas moi. Ouais. Tu vois, du coup, je me conviens pas dans cette situation. D'accord. Du coup, tu es obligé de te mettre un coup de pied. Voilà, coup de pied au cul et même, tu vois, ta mère, surtout ta mère, quand elle est pas bien, elle va au travail, elle revient, la première chose qu'elle fait, elle vient dans ta chambre, le réveil, elle vient dans sa chambre, dans la nuit, elle vient dans la chambre, ça va, elle fait des prières, elle fait des invocations, voilà quoi, c'est bon, moi ça me déplaît, normalement c'est l'inverse, c'est toi qui es auprès de ta mère, tu vois, c'est pas l'inverse, tu vois. Ça aussi, ça met des coups, tu vois, ouais. Une baffe, t'es obligé de te réveiller, tu
Voilà, cette situation, on ne peut pas continuer. D'accord. Et du coup, voilà. Hein. Et qu'est-ce qui t'a aidé au quotidien à te relever? Qu'est-ce qui m'a aidé? Voilà, c'est la motivation, la résilience. Il n'y a pas de truc spécifique, mais voilà quoi, il faut que je me mette dans les conditions que retrouver. L'ancien le sent. L'ancien le sent. L'ancien le sent. Donc, étant donné que moi je te connais dans ton quotidien, je peux affirmer juste en te voyant physiquement que sans avoir les détails de ton traitement, ton autotraitement au tramadol, tu as repris du poil de la bête. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé vers, je ne sais pas si on peut le dire, mais après, je ne dirais pas que c'est du culturisme, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers la musculation? Parce que pendant des années, tu as été sportif, comme tu l'as dit, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la musculation, c'est pour toi un moyen de te dire que tu es capable. Pas spécialement. La musculation, c'est venu comme ça. Alors, moi, de base, je suis un anti-musculation. D'accord. Mes potes faisaient de la muscu, tout le monde, ça. Ouais. Rien à foutre. Vraiment, rien à foutre. Je les charrie, les mecs qui faisaient de la muscu. D'accord. Mais en fait, comme j'ai changé de taf, moi, mon taf était plutôt actif, j'étais beaucoup en déplacement. Donc, j'avais bossé dans les bureaux, j'étais assis, je mange tous les jours dehors. Moi, ma bouffe, ma cuisine, c'est la malbouffe. J'ai commencé à prendre du poids, je commençais à grossir. Ça commençait à se voir. D'accord. Ouais, mais tu grossissais, mais pas de la meilleure des manières. Exactement. Tu devenais gras. Exactement. Sachant que tu étais un skinny pendant toute ta vie. D'accord. Exactement. Et du coup, mes potes ne nous ont pas laissé mourir comme ça. Ouais, j'ai un gros lard, ouais, je sais quoi, ce bide et tout. Voilà, je mangeais des charrages de tous les côtés. D'accord. Un jour, j'ai cédé, je suis parti à la salle, j'ai accroché. Et je sais pas, moi, au bout d'une semaine, je voyais déjà des mini-résultats. J'ai dit, mais là, c'est là que tu kiffes. J'ai dit, ah ouais, des résultats. Et de fil en aiguille, voilà, tu kiffes, tu commences à acheter tes tenues de sport, ta gourde, tes gants, ton sac, tu commences à regarder des entraînements sur Internet, comment faire des entraînements. Et t'es là, tu vois des résultats, tac, tac. Et je t'ai inscrit dans une toute petite salle. Et puis, je me suis vite retrouvé à l'étroit. D'accord. Vite retrouvé à l'étroit, il me fallait une meilleure salle. Ouais. Je changeais de salle, j'ai abandonné mes potes qui étaient là-bas. Eux-mêmes, je leur ai dit, hey, ça, j'ai quitté la salle, je suis parti à Fitness Park. Ah ouais. Ils sont encore restés à la salle du quartier, j'allais à Fitness Park, je me suis entraîné, les résultats, tac. Et puis j'ai jamais été un gros mangeur. Je suis devenu un gros mangeur parce qu'après les séances, t'as faim. Ouais. Je mange de ouf, même à la maison. Double portion et tout. T'es là, et tu prends du poids. Et tu te muscles. Puis t'es là, tu reçois des compliments. Ouais, je le sens, t'es costaud, ouais. Tu fais quoi? Ouais, je le sens. Et là, tu kiffes, tu vois. Ça fait plaisir qu'on te félicite, tu vois, comme ça. Bien sûr. Et de fil en aiguille, j'ai accroché au sport. Et puis, c'était devenu ma routine, tu vois. Mais ça te fait du bien au quotidien? Ouais, c'est bien. Déjà, de base, les médecins m'ont dit déjà, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu sois toujours en mouvement. D'accord. Voilà, faire de la natation. Toi, c'est plus conseillé la natation. Ouais. Voilà, faire du sport, tout ça. Et donc ça contribue quelque part à ton bien-être physique et psycho? Ouais, aussi. Aussi? Forcément, parce que si t'es, je sais pas, bien physiquement, mentalement aussi... compliqué. Exactement. Et puis les compliments, ça aide aussi à se sentir en confiance dans son corps. Toujours. Qui va dire le contraire? On sait pas. Hein. Est-ce que tu dirais que tu te sens en bonne santé malgré ce que tu traverses? Forcément. C'est périodique. Par exemple, là, je te dis, tu vas bien. Je te réponds, ouais, je suis en bonne santé. Le soir, c'est différent. Quand j'ai mal, voilà, c'est de différent. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis libre de mes mouvements, entre guillemets. Ok. Tu vois, si je peux courir. Tu me dis, on va faire un footing, je vais courir, je suis endurant. Tu me dis, on saute, on va faire de l'escalade, je vais en faire, tu vois. À condition d'avoir pris mes tramadol. D'accord. Voilà. Donc... Et après, c'est pas une situation viable, tu vois. J'en ai pris pendant près de 10 ans du tramadol, voilà quoi. Si l'autre solution, si je suis compatible et j'ai droit, tu vas je vais foncer, voilà, je vais la saisir. Ouais. Parce que des fois, c'est en galère, maintenant qu'ils ont contrôlé, les médecins, ils ont pas donner une tente de dose de tramadol à un patient. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que 10 ans de tramadol, il faut te fournir, quoi. Hey, tu as usé de stratagèmes, je suppose. Énormément de stratagèmes. Pop. Ok. Énormément.
C'est-à-dire, tu as une frangine, un pote qui va chez le médecin, récupère-moi ci, moi je vais à droite chez le médecin, je connais la femme de mon pote, c'est le médecin, l'autre c'est son ami, c'est le médecin, filme mes boîtes, j'ai toujours un stock pour 6 mois, D'accord. tu vois. Donc, t'es jamais tombé en, en banqueroute de C'est déjà médicaments. arrivé où voilà, ça commence à être chaud, tu vois. T'es là, il te reste pour une semaine, ta tête elle gratte. Ah Tu dis, ouais? putain, je vais faire comment? Ok, Si j'ai trouvé un médecin, c'est compliqué. ok. Bon, c'est rare. T'arrives à trouver un médecin qui je te donne qu'une seule boîte. Une seule boîte, ça te tient combien de temps? Une seule boîte, c'est 1 mois. Ok. Il y a 30, il y a 30 de comprimés. Donc c'est 1 mois. Mais D'accord. 1 mois, ça va vite. Ouais, j'avoue que... Donc t'es là, tu sollicites ton frère, va récupérer des boîtes. Tu sollicites ta soeur, va récupérer des boîtes. Moi, des boîtes. Donc t'as toujours le stock à la maison. Ok. Ça, on sait jamais. Ouais, t'as une bonne logistique autour de ça. Ah, mais t'as pas le choix là. Là, faut t'organiser. Hein. Fou. Ok. Et donc maintenant, après tout ce que tu as traversé, déjà, est-ce que quand tu étais dans le mal, tu pouvais te dire que là, en 2025, tu allais être l'homme que tu es là face à moi? Bah forcément que non. Ce serait mentir de dire oui parce que t'es dans le mal, hein. Tu vois pas le bout du tunnel, du coup, tu peux pas te projeter, tu vois. Donc là, maintenant, le bout du tunnel, il est loin derrière moi. D'accord. Et ouais, c'est force de caractère, hein. C'est le fait de vouloir vivre aussi, surtout. Et qu'est-ce que ça a transformé chez toi? Si toutefois ça a transformé quelque chose. Hein. C'est ça que j'allais te dire. J'ai pas de réponse à te donner, je sais pas. Bah, je pense que je suis devenu plus patient. D'accord. Je prends un peu moins la tête, peut-être. Puis voilà, hein. Sinon en soi, je pense que je suis la même personne, non? Tu trouves ou pas? Non, après, je sais pas si c'est en lien avec la maladie, mais oui, je te trouve plus patient. Après, ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu. Tu es quelqu'un de bienveillant et qui pense aux gens, dans le sens où, tu sais, il y a des gens, ils peuvent être avec les... Ils peuvent cohabiter avec des personnes sans faire prêter attention à ces personnes-là. Et je sais pas après si c'est en lien encore avec la maladie ou quoi, mais tu fais partie de ces gens qui sont une plus-value dans la vie des gens. Tu es quelqu'un de foncièrement gentil et foncièrement bienveillant. Voilà. Merci, ça fait plaisir à entendre. Bah écoute, c'est toi qui mets ça en place, donc regarde-toi dans un miroir et remercie-toi tout seul, j'ai envie de te dire. Bah ouais, je ne remercie pas moi. Bon, en tout cas, nous, je peux dire que je prends part à ce pan de ta personnalité. Voilà, je suis bénéficiaire de ta bid'éveillance et tout ça. Si tu as un conseil à donner à des personnes qui traversent ce genre d'épreuves, en plus des épreuves qui durent beaucoup de temps, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Ah, plein de choses. Enfin, leur transmettre, c'est un grand mot, mais déjà de ne pas surnager ou patauger dans la difficulté seul. Il faut se faire entourer. Voilà, les proches, on peut t'aider, te soutenir. Moralement, c'est important. Et ne pas se laisser aller, surtout. Dans la fatalité, quand tu vois pas l'issue, le bout du tunnel, te morfondre sur toi-même, ça, c'est le début de la fin. Tu vois, faut aller chercher la solution. C'est important parce que sinon, ça va faire que de s'empirer. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est facile à dire, mais c'est dur à appliquer. Parce que des fois, quand c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud et que tu n'as pas ce déclic ou en fait, c'est un concours de circonstances. Tu vois, tu tombes sur la bonne personne au bon moment qui va te dire les mots qui vont te remettre en selle. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Tout le temps, quand tu n'es pas là. Après, il faut avoir le courage d'expliquer ton mal-être. Ouais. Ça, c'est un truc, je sais pas, moi, les humains, on n'est pas programmé à raconter Déjà, c'est dur, des problèmes, déjà, les raconter à droite, à gauche. Alors, les problèmes profonds comme ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Tu donnes ce conseil, mais est-ce que toi-même, tu l'as fait? Te poser avec quelqu'un et lui dire... forcément que je ne l'ai pas fait, c'est pour ça. C'est avec le recul que je me dis, je conseille aux gens de faire ci, parce que sinon, ils vont passer par les mêmes situations par lesquelles je suis passé. Ok. Complications, du coup, pour éviter tout ça,
Je veux pas perdre. Faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir. Pas que dans les bonnes choses, Ouais. les mauvaises choses. Après, personne ne me racontait ses problèmes et ses difficultés. Donc c'est compliqué. Voilà. Voilà, comme tu as dit, facile à dire, difficile à appliquer. Exactement. Ok. Et si tu as un conseil à donner aux aidants, donc aux personnes qui sont autour de la personne qui peut traverser ces épreuves? Ne pas se fier au dire de la personne, forcément. Creuser toujours. Toujours. Même si elle dit que ça va bien, ok. Être présent, c'est pas facile d'être présent auprès d'une personne qui veut pas que tu sois auprès d'elle. Parce que des fois, t'es pas bien, tu veux être tout seul, mais la personne est bien, mais elle t'en rend mal. Toi, tu vois qu'elle est pas bien. Faut pas se laisser aller par ces mots, ces mauvais mots des fois. Vas-y, tu saoules, laisse-moi tranquille. En fait, la personne, elle attend le truc qui va déclencheur. D'accord. Pour pouvoir... Ça peut être un geste, ça peut être une parole. Exactement. Faut être patient. D'accord. Et Voilà. persévérant, j'ai l'impression. Toujours. Toujours dans toute chose. En toutes circonstances. Exactement. Ok. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Et puis ma dernière question, c'est... Non, même pas, parce que ça va reprendre. J'allais dire, ouais, si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est une colle. Genre, si tu avais ton toi là, il y a 10 ans, dans cette chambre d'hôpital, suite à l'opération... Avec le recul, je me mettrais des coups de pression. Je me dirais, ouais, je t'ai laissé aller comme une merde, tu vois. Non, mais là, c'est des mots durs que tu dis. Ouais, mais avec le recul, non. Quand je me vois, en fait, non. Je savais pas être aussi mou. Te laisser aller comme ça, baisser les bras. Non, c'était pas moi, en fait. Je pense que c'était comme une situation nouvelle pour moi. Bah, c'est ça. Je savais pas comment dire. Je sais pas comment l'appréhender, tu vois. J'ai pas su la gérer, tu vois. Bah... Mais avec le recul, c'est là pour ça que je te dis, je suis peut-être dur avec moi, mais ouais. Non, je pourrais pas me laisser aller comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Bah écoute, je te remercie. De rien. Merci d'avoir partagé ton vécu. Merci de nous avoir donné de ton temps, de tes mots. Je suis sûre et certaine que ça fera écho. Tu penses? Ah, je suis sûre. C'est pas je pense, j'en suis convaincue à 100% que ça peut aider des gens qui sont dans l'épreuve actuellement, qui ont été ou qui le seront. Et surtout, ça peut aider aussi des gens qui accompagnent des personnes dans l'épreuve. Alors, les accompagnants, tous ceux qui assistent les personnes en difficulté, que ce soit par la parole, physiquement, ou leur présence, je vous tire le chapeau. C'est grâce à vous qu'on garde la tête hors de l'eau. Voilà, prenez soin de vous. Est-ce que tu as un message à passer à des gens qui ont été là pour toi, ou je pense à ta horde d'amis qui ont été là dans la maladie? Je vous suis énormément reconnaissant. De toute façon, j'ai dû leur dire à maintes et maintes reprises. Mais grâce à vous, à votre présence, vos mots, vos gestes, toutes ces touches d'attention, pas forcément vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de mes parents, c'est une preuve d'amour. Tu vois, l'amour, c'est pas que garçon-fille, il y a l'amitié aussi. Des fois, c'est même plus fort que l'amour. Tout à fait. Voilà, du coup, les gars, je vous aime tous. Le message est passé. J'espère bien. Ouais. Bon, bah, merci, je te retiens pas plus longtemps. Je te remercie encore infiniment et je te souhaite plein de bonnes choses. Et j'espère que ce traitement pour lequel tu es en liste d'attente là, ça va porter ses fruits, que tu seras sélectionné, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir en bénéficier et que ça te permettra de décrocher de ton addiction. Ouais, exact. Voilà. Bonne journée. Merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.